Mes amis, on retrouve Yves-Marie Adeline. En fait, il passait à Paris. Vous avez vu comme il est imposant, il me donnerait presque des complexes. Je préfère l'interviewer à distance parce que c'est moins infériorisant pour moi. Comme je suis un grand narcissique pervers, ça me gêne d'avoir... je lui verse une tisane empoisonnée et de l'agneau empoisonné. Voilà, ça me fait marrer en plus. On va parler de la Révolution. On va faire notre chronique de la royauté en direct, mais il est très sympa. On va parler de la Révolution et de la franc-maçonnerie. Est-ce que la Révolution... Parce que moi, je lis des commentaires hystériques. Il y a quelques sujets à notre époque qui rendent hystérique. C'est Israël un peu. C'est le Covid. Alors là, on est parti dans régulièrement, et pourtant je ne suis pas vacciné. J'ai quand même beaucoup lutté contre le vaccin. Mais je dois dire qu'il y a des haineux dans la résistance qui sont convaincus d'être éveillés. Et généralement, je me dis, mais putain, heureusement qu'ils pensent qu'ils sont éveillés. Hein, parce que, voilà, vous avez dit un gros mot. J'ai dit un gros mot, je le répéterai plusieurs fois dans la séance. Et la franc-maçonnerie, ça rend les gens dingos. Et donc, Yves-Marie, qui a, rappelons-le, présenté une liste royaliste aux élections européennes, présidé un parti royaliste. Parce que là aussi, je lis régulièrement des commentaires sur nos chroniques de Yves-Marie est un traître à la monarchie. Il a quand même mouillé sa chemise, lui, puisqu'il y a plein de gens qui désignent les traîtres, mais enfin, ils désignent les traîtres depuis leur fauteuil dans leur salle à manger. Et ils évitent soigneusement de dire qu'ils sont royalistes sur la place publique parce qu'ils ne veulent pas nuire à leur carrière. Yves-Marie, lui, il a mouillé la chemise. C'est pas comme beaucoup d'entre vous, mes amis. Il a présenté des listes, il s'est dévoilé, il a agi publiquement. Et il a nui à sa carrière. Voilà, donc respect, parce que tous ceux qui se planquent en disant non mais je veux pas d'ennui, donc j'en parle pas, mais je laisse un commentaire anonyme sur internet haineux pour donner des leçons de morale à tout le monde. On connaît, ça m'insupporte. Voilà. Alors, oui, mais il faut dire aux gens, il faut arrêter d'expliquer que ne rien foutre, c'est mieux que travailler. Il va nous parler de cette affaire, puisque moi j'entends régulièrement, là aussi, des commentaires très péremptoires. Notamment, j'ai été diffamé par l'équipe de François Asselineau qui m'a dit « Vous êtes un franc-maçon, vous détestez la Révolution, enfin vous détestez la monarchie, vous êtes de tous ceux qui ont fait un complot pour la Révolution. Est-ce que la monarchie est tombée du fait d'un complot maçonnique ?» Alors, je vais prendre une précaution oratoire. Je ne suis pas du tout spécialiste de la franc-maçonnerie. J'ai lu un livre admirable sur le sujet, mais qui n'a rien à voir avec tout ça, qui était le livre d'un mythologue qui enseignait à l'université de Rennes, qui s'appelait Jean-Claude Lezacmeur, et qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Fils de la veuve ». Mais lui, il s'intéressait à la symbolique et à la signification des symboles maçonniques, avec une conclusion qui pourrait peut-être surprendre ceux qui sont attachés à la franc-maçonnerie. Ça, c'est vrai. Mais c'est à peu près la seule chose que j'ai pu lire, c'est-à-dire quel est cet être suprême que servent les maçons. Bon, c'est tout ce que j'ai lu. Cela dit, s'agissant de la franc-maçonnerie et de la Révolution, il y a deux ouvrages très importants. Il y a le fameux ouvrage de l'abbé Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, et qui lui vraiment attribue à la franc-maçonnerie de la fin du XVIIIe siècle une responsabilité énorme dans le déclenchement de la Révolution. C'est un peu, si vous me permettez de vous couper, l'ouvrage de référence. C'est l'ouvrage de référence. Pour tous ceux qui considèrent que l'histoire ne connaît pas le hasard et que la Révolution était un plan maçonnique. C'est l'ouvrage de base. Voilà. Il y a un auteur qui est pourtant un auteur contre-révolutionnaire et un des auteurs majeurs de la contre-révolution, qui plus est observateur immédiat des événements, qui est Joseph de Maistre. Et Joseph de Maistre a été maçon. Alors il faudra peut-être s'attarder sur ce que ça signifiait d'être maçon avant la Révolution française. Et lui, il nie ça. Il dit, non seulement il voit aucun lien entre l'existence de la franc-maçonnerie et le déclenchement de la Révolution, mais il dit c'est même pas compatible. Alors après, ça ce sont sa propre profession de foi. Et on sait que Joseph de Maistre a écrit des ouvrages extrêmement importants, intéressants,
sur le sujet, contre la philosophie rousseauiste, mais lui, il agit en philosophe, enfin, il raisonne en philosophe, comme le fera Bonald. Oui, parce que, si vous me permettez aussi de préciser, donc, et Bonald et De Maistre ne publient pas des livres d'histoire, ils publient des livres d'opinion. Oui. Et De Maistre, pour bien le resituer, parce que peu de gens le connaissent, je pense, n'est pas un extrémiste de gauche. Non, alors bien sûr, c'est un contre-révolutionnaire affirmé. C'est pas un Français à l'époque, puisque c'est un Savoyard. Et donc, son pays relevait du royaume de Sardaigne, la dynastie des Savoies. Et, donc, Chambéry, tout ça à l'époque, on venait pas. On l'a oublié, mais n'était pas en France. C'était pas en France, on ne venait pas au sport d'hiver, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est, disons, un peu extérieur. Et puis évidemment, son pays va être affecté par les troubles révolutionnaires, la République va envahir Chambéry et autres, et c'est quelqu'un qui vraiment a écrit des choses très intéressantes, mais qui relèvent d'un raisonnement. La société procède-t-elle d'un contrat? Y a-t-il des droits de l'homme? Est-ce que l'homme existe? Et donc, disons, un des grands chevaux de bataille de Joseph de Maistre, c'est de dire, je ne sais pas ce que c'est qu'un homme, je n'ai connu que des Anglais, des Français, des Russes, etc. Donc voilà, c'est une philosophie politique. Qui n'est pas universaliste. Qui n'est pas universaliste. Mais qui va contester le caractère conspiratif. Si non, alors lui, pour le conspirationniste, pour lui, ça n'a aucun rapport. Et le fait est que c'est toujours évidemment confortable de penser, quand il y a des événements qui nous échappent, ou un pétard qui nous éclate dans les mains, que un complot a été préparé, ourdi. Tout était écrit. Tout était écrit, etc. Quand on fait de l'histoire, tout ça n'a pas de sens en réalité. Et les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. C'est son téléphone qui sonne. Désolé, j'ai oublié de le mettre On continue quand même. Ouais, bon, désolé. Les choses ne se passent pas comme ça, bien sûr. Il y a des causes à chercher dans la Révolution française, et ce n'est pas du tout quelqu'un de favorable à la Révolution française qui vous le dit. C'est pas dans des complots dans les loges. Alors, il faut parler un peu de ce que c'est que la franc-maçonnerie à la veille de la Révolution. On redit quand elle est arrivée en France, officiellement. 1700 quoi, 60... la franc-maçonnerie. 1724, la première loge qui se trouvait rue Saint-Honoré. D'accord, ok. Où Voltaire a été initié au 33e degré en l'espace de 24 heures. Alors bon, après, il y a des gens qui peuvent être jaloux de sa promotion extraordinaire. Bon, ça c'est pas mon cas, je m'en fiche complètement, puisque... Vous avez peut-être remarqué dans des émissions précédentes que je prends ça un peu à la légère. C'est moins vrai de la franc-maçonnerie sous la Troisième République, où il y a quand même là des événements, et puis la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, qui revendique, alors d'aujourd'hui, disons d'hier... des années 80. Des années 80. La franc-maçonnerie a été puissante voilà, c'est sous ça. François Mitterrand. Elle a été puissante, là c'est sûr. Elle revendique... la loi sur l'avortement, par exemple, elle le revendique. Pour elle, c'est son dernier titre de gloire, ça a été cette fameuse loi Veil, qu'on appelle loi Veil, ça m'agace un peu, c'est la loi Giscard, tout simplement. Bon, il se trouve qu'il a fait porter ça par sa ministre de la Santé, mais c'est la loi Giscard, Premier ministre Chirac. Hein. Donc là, c'est vrai que la franc-maçonnerie a vraiment œuvré beaucoup en faveur de cette dépénalisation de l'avortement, et sachant que la loi Veil est très loin d'être ce qu'est l'avortement aujourd'hui, qui est même d'ailleurs inscrit dans la Constitution. C'était loin de ça, c'était essayons de... Bon, je pense que c'était une mauvaise idée, personnellement, mais elle présentait l'avortement comme un drame, hein, elle ne présentait pas l'avortement comme un moyen contraceptif ordinaire, etc. Donc, cette franc-maçonnerie de la Troisième République a été effectivement extrêmement hostile à l'Église. On connaît cet épisode d'un député se sentant mis, disons, en minorité, et qui tout à coup crie « À moi les enfants de la veuve », qui est le surnom que se donnent les maçons, et tout à coup la loi passe. Voilà, c'est un épisode assez connu de la Troisième République. Mais là, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la franc-maçonnerie de la fin du XVIIIe. Et à la fin du XVIIIe, on est dans une France dont les élites sont de plus en plus déchristianisées, ça c'est très vrai. Et il y a les libertins. Il y a les libertins. Qui n'a rien à voir avec le Cap d'Agde, qui n'existait pas à l'époque. Alors on en a parlé. Mais
Non, mais disons... On va répéter. Voilà, mais il faut savoir se répéter. Le marquis de Sade, effectivement, existait, lui, en revanche. Et c'est vrai que les libertins, c'est avant tout une révolte contre, disons, l'Église, contre la discipline morale qui est véhiculée par l'Église. Et donc, mais c'est aussi une révolte contre Dieu, contre le seul fait qu'un Dieu puisse exister. Ou alors, s'il en existe un, c'est certainement pas le Dieu trinitaire avec le Verbe qui prend chair, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment, effectivement, une révolte philosophique et religieuse contre l'Église. Le libertinage, c'est ça. C'est pas du tout contre le trône. Vous avez cité Voltaire tout à l'heure. Voltaire est un monarchiste convaincu, c'est un absolutiste, il n'y a rien à voir avec Rousseau, d'ailleurs il n'aime pas du tout Rousseau. Il est beaucoup moins profond que Rousseau intellectuellement. Mais il est, disons, plus brillant, etc. Donc, il est très mondain, et puis il a des réparties que n'a pas Rousseau. Mais quand on étudie aujourd'hui les deux œuvres, il n'y a pas photo. Il reste pas grand-chose de Voltaire, on pourrait presque dire qu'il n'en reste rien. Une réputation, un esprit. Un esprit, et puis entretenu par la République aujourd'hui, qui assomme les enfants de l'Émile, de tous ces trucs-là qui sont en plus des chefs-d'œuvre d'hypocrisie, puisque Voltaire tenait une partie de sa fortune du commerce des esclaves. Mais donc Rousseau est beaucoup plus intéressant d'un point de vue philosophique. Alors Rousseau est un républicain, encore que sur la fin de sa vie, il renoncera à son projet, il écrira au marquis de Mirabeau, non pas celui de la Révolution, mais à son père, je ne crois plus à ça, c'est pas possible, le contrat social. Mais enfin, on est enfermé dans nos actes, hein, sauf évidemment... Son œuvre l'a dépassé. Son œuvre l'a dépassé. Elle avait une cohérence interne. Oui, absolument, c'est ça. Et donc, alors, Rousseau reste l'homme du contrat social. Malgré lui, il faut évidemment le sacrement de la confession et de la pénitence pour ne pas être enfermé dans ses actes, hein, comme sont les Grecs, par exemple, dans les enfers. Bon, bref. Donc, Voltaire, pour revenir à lui, est un monarchiste. En revanche, ces gens-là, les libertins, sont des gens assez déchristianisés, en tout cas décatholicisés surtout, et la franc-maçonnerie est un lieu qui les accueille, qui accueille une certaine élite. C'est le dernier salon où l'on cause, beaucoup de gens sont des maçons. Alors il est vrai que le duc d'Orléans était le grand maître de sa loge, avec laquelle d'ailleurs il va finir par se fâcher. Je ne connais pas grand-chose de la franc-maçonnerie, mais en revanche, à l'histoire du duc d'Orléans. Si je peux intervenir, donc, de mémoire, je n'ai pas révisé avant de venir. En 1765, il y a une scission dans la franc-maçonnerie, et effectivement, celui qui va devenir Philippe Égalité... Son père, non non, Philippe Égalité lui-même. Oui, Philippe Égalité lui-même devient le grand maître de la loge qui va donner naissance au Grand Orient, et qui déjà se positionne avec cette idée propre au Grand Orient que pour se changer soi-même, il faut d'abord changer la société. Et le duc de Clermont-Tonnerre va lui garder la maçonnerie de stricte observance qui va donner naissance à la Grande Loge nationale de France, pour changer la société, il faut d'abord changer l'homme. Et en fait, dès 1765, il y a une scission entre la maçonnerie qu'on va dire laïque, futurement laïque, si vous me permettez ces néologismes, et la maçonnerie qui va rester traditionnelle et qui est ancrée sur une vision très personnaliste du monde. Mais ça adhère, ça se calque sur toute l'histoire de la philosophie politique. Depuis qu'on a commencé à réfléchir sur la philosophie politique, depuis Confucius, la question se pose de savoir si le perfectionnement collectif doit passer par le perfectionnement individuel, c'est la thèse de Confucius, ou bien si le perfectionnement individuel doit passer par le perfectionnement collectif. C'est une thèse qu'on va retrouver chez beaucoup d'auteurs, alors en l'occurrence les grands auteurs monarchistes, etc., Bonal et compagnie. Bonal considère qu'il peut exister ce que beaucoup plus tard Saint Jean-Paul II appellera les structures de péché, c'est-à-dire un mode d'organisation dans la société qui contraint les hommes à mal agir. Mais il n'y a pas besoin d'être de droite pour dire ça, la gauche dit la même chose, les marxistes. Une pensée de gauche, mais... Non, justement, elle est dans les deux. Mais que vous soyez de droite ou de gauche, il y a ce premier choix. Est-ce qu'il faut perfectionner l'individu ou est-ce qu'il faut perfectionner les institutions? De Gaulle est un homme qui pense qu'il faut perfectionner les institutions, par exemple, avant tout. Mais c'est pas parce que vous êtes de droite ou de gauche. Il y a les deux, cette espèce de choix premier qui se fait dans les deux camps.
Donc, je vous coupe encore. Je rappelle qu'ici même, j'ai reçu Alain de Benoît, grande figure intellectuelle pour moi, qui m'a redit que, de son point de vue, il n'y avait pas d'accomplissement individuel de l'homme, il n'y avait d'accomplissement que dans le collectif. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, ce fossé existe, ou ce débat, cette discussion entre est-ce qu'on doit changer la société pour changer l'homme, ou changer l'homme pour la société. Pour changer la société. Et ça existera toujours. Zola fait partie de ceux qui pensent qu'il faut changer la société pour changer l'homme. Dans l'Assommoir, si l'ouvrier tape sur sa femme, c'est parce qu'il s'est enivré dans ce bar. Et s'il est allé dans ce bar, c'est pour se consoler de la maltraitance qu'il a subie de son patron. Et donc Zola dit, si on réformait entièrement la société, il n'y aurait plus de criminalité, puisque les gens seraient bien traités. Voyez. Donc ce choix-là, il est fait, qu'on soit à droite ou à gauche, il est fait dans toute l'histoire des idées politiques. Alors, il était normal qu'au sein de la franc-maçonnerie qui réfléchissait sur la société, se soit produit cette scission, cette distinction. Effectivement, c'était tout à fait normal. Alors, parce que je vais encore agacer les lecteurs, on a un tout petit peu tenu par le temps, parce que je dois aller au ministère de l'Intérieur déposer notre liste, et je ne peux pas déplacer ce rendez-vous, on vit sous contrainte. Est-ce qu'il y a eu des francs-maçons qui, durant la Révolution, ont défendu la monarchie absolue et Louis XVI? Ou bien est-ce que, comme un seul homme, non. tous les francs-maçons recevaient leurs ordres, tu votes ça, tu exécutes Louis XVI, tu fais ceci? Mais non, est-ce qu'il y a eu dissension? Mais non, mais pas du tout. Je le répète, les libertins, la franc-maçonnerie, leur problème, c'est l'Église catholique. La monarchie, pas du tout. Nous avons tous dans nos familles des gens, j'en ai dans la mienne, qui ont été d'ardents monarchistes, mais qui, selon l'esprit du temps, avaient perdu la foi, avaient perdu le sens de l'Église, etc., avaient déserté, tout simplement. Et on fait une erreur de parallaxe, si j'ose dire, parce que on parle d'une société qui précède le Chateaubriand, le génie du christianisme, etc. Et la conversion dans le sang versé, évidemment, la semence, enfin, comment dirais-je, le sang des martyrs est une semence de chrétiens qui va se produire au XIXe siècle, où la France va redevenir une nation non seulement chrétienne à l'intérieur, mais chrétienne qui va envoyer des missionnaires dans le monde entier. Les missions étrangères de Paris, ça a été vraiment quelque chose à une époque. Donc, c'est une France à la fin du XVIIIe, je l'ai dit, je crois, dans la dernière capsule, puisque vous appelez ça comme ça. Lunaire. Quand on va aujourd'hui à Font-Gombault, et quand on est comme moi chrétien, évidemment on est ébloui, impressionné par cette beauté qui règne, par ces chants magnifiques du grégorien et tout. Mais en 89, Font-Gombault existait, et il y avait 6 moines, et le père abbé n'habitait même pas à l'abbaye, il habitait au Blanc, qui est la petite ville d'à côté, la petite sous-préfecture d'à côté, dans un hôtel particulier, avec sa maîtresse. Alors je ne dis pas que toute l'Église était comme ça, bien sûr, il y a eu des prêtres réfractaires qui ont été héroïques, mais l'Église était très malade, elle aussi, et la société était très malade. Donc il y avait vraiment un affadissement de la foi, mais ça n'a rien à voir avec la monarchie. Donc quand les États généraux s'ouvrent, personne, on est en 1789, personne n'imagine que dans 3 ans, le roi va tomber. Personne n'imagine ça. Surtout sa tête. Alors, ça, c'est une blague, disons, de républicain. Voilà, de républicain. Mais personne n'imagine que... Il faudrait peut-être que vous me fassiez faire une capsule sur le roi Louis XVI pour qu'on... On va faire, parce que je sais, ce que je vous propose, parce que le ministre n'attend pas, c'est qu'on attende les commentaires. Je redis les commentaires haineux, vous dites n'importe quoi. Il y en a qui m'agacent, qui disent « Ah non, mais Yves-Marie Adeline n'est pas un vrai chrétien, n'est pas un vrai ceci. » Voilà. Je pense que ceux qui s'estiment juges des âmes et capables de dire qui est vrai chrétien, qui ne l'est pas, sont des charlatans. Je suis un mauvais chrétien, j'essaye de devenir un chrétien. On n'est jamais chrétien, on est en devenir, on est sur... L'Église d'ailleurs est en marche, c'est pas un idéal en tant que tel, c'est une Église en marche. Là je suis en train de faire un peu de catéchisme, je profite d'être à côté de vous pour faire du catéchisme. Il y a une auréole qui vous pousse.
Et donc on essaye de se... Une lumière arrive. Voilà, on marche sur un Mais sur un donc chemin. on va attendre les commentaires, on répondra aux commentaires les plus intelligents, c'est-à-dire ceux qui se dispensent de commencer par vous dites n'importe quoi, vous n'avez rien compris, tout ça c'est de la propagande, et on répondra et on fera une capsule Louis XVI qui intégrera les réponses à cette vidéo. Merci Yves-Marie, mais Je vous comme en ça au prie. moins les gens voient que vous êtes... il a une bonne tête de Bourbon quand même. Hein. Alors là vraiment, j'aurais dû amener la... Bon. Je Et donc- descends de Charles VI, Ah ben il descend de Charles qui VI. n'était pas à Bourbon, mais enfin, Capétien. Et donc, à bientôt mes amis et merci Yves-Marie. Merci Eric.